Général, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin général et spécialiste des questions, vous êtes psychiatre. Vous avez beaucoup travaillé sur les problèmes de crise, de stress, avec les populations, avec des victimes. Mais également, et c'est peut-être le point qui m'intéresserait le plus, les dirigeants et les crises, le stress et les crises, la figure du dirigeant dans la crise, pour préparer des esprits qui probablement ont eu une formation technique, une formation intellectuelle, une formation sur les modèles très poussée. Mais ce qu'on observe souvent en crise, c'est qu'on passe très très vite du cérébral au vital. Et donc je voulais vous écouter là-dessus. Bien sûr, tout le monde pense au stress, mais souvent on aborde le stress. Est-ce que vous n'avez pas trois techniques pour l'éviter? Je trouve que c'est beaucoup plus important de vous écouter en profondeur pour qu'on épouse vraiment la complexité de ces affaires. Qui dit crise dit peut-être mieux y regarder à deux fois. Donc je voulais vous écouter là-dessus, avec votre immense expérience, et de reprendre tous ces dossiers. Alors, mon expérience, effectivement, d'abord celle d'un médecin militaire pendant 40 ans, j'étais médecin militaire pendant 40 ans, et principalement toute la deuxième partie de mon existence, d'au moins 30 ans, comme psychiatre des armées, et en tant que tel, j'ai été chargé de voir des victimes d'attentats, de catastrophes, de guerre, mais aussi de m'occuper des comportements collectifs des populations soumises à des agressions de guerre. La fin de ma carrière militaire, j'étais au secrétariat général de la Défense nationale, et là non seulement on m'avait demandé d'étudier le comportement prévisionnel des populations françaises soumises à une agression ou une menace grave, c'est au moment de la guerre froide, dans les années 80, mais aussi d'étudier le profil décisionnel des chefs d'État dans les crises. Je m'étais occupé en particulier de la crise du Golfe. Après, une fois passé en deuxième section, j'ai monté à la demande du professeur Albin une consultation pour les victimes d'attentats et de catastrophes à l'hôpital Saint-Antoine. Et puis, après, au lendemain de l'attentat du 25 juillet 1995 à la station de RER Saint-Michel, le président Chirac et le ministre Emmanuelli m'ont demandé de constituer un système, le réseau de cellules d'urgence médico-psychologique pour le soutien psychologique immédiat dans la foulée des SAMU et des pompiers auprès des victimes des attentats et des catastrophes. Donc c'est cette expérience-là que je peux vous relater et que j'ai en partie transposé d'un enseignement de 2 diplômes d'université que je poursuis encore. L'un à l'Université Paris 5 sur le stress, à la fois stress aigu et stress de la vie courante, et l'autre à l'Université Paris 6 à Saint-Antoine, uniquement sur le stress traumatique et le traumatisme psychique. Alors tout d'abord, effectivement, je crois qu'il faut commencer par faire connaître la notion de stress, surtout des comportements liés au stress. Alors le stress est un mot qui a été repris par Sellier, c'est pas lui qui l'a inventé, dans les années 50, pour donner un nom à ce qu'il avait appelé auparavant, en 1936, le syndrome général d'adaptation. En fait, le stress est un mot qui est emprunté à la métallurgie et qui désignait le comportement d'un métal, moléculaire d'un métal, soumis à pression, torsion ou étirement. Les physiologistes l'avaient pris à leur tour à leur compte, dans les années 1914, pour l'animal, entre autres Cannon, et c'est surtout les psychiatres américains Grinker et Spiegel qui l'ont transposé à la clinique du comportement humain en guerre, dans les années 44, sur le 43-44, sur le front de Sicile et d'Italie, même de Tunisie, Sicile et Italie. Et puis ensuite, un autre Américain qui était Cardiner, lui l'a transposé au comportement également d'urgence en guerre des soldats et des hommes de la guerre du Pacifique. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur le stress transposé à l'homme? Lorsque l'être humain est soumis à une agression brutale ou une menace, il réagit de façon réflexe. Ce n'est pas dépendant de sa volonté, c'est réflexe. Il faut réflexe par une attitude de mobilisation et de défense.
Alors, quelle est d'alerte, de mobilisation, de défense? Pourquoi réflexe? Parce qu'effectivement, ça passe par des circuits très simples. Les circuits sensoriels, les yeux, les oreilles, la peau, le nez, tout ça, par l'olfaction, l'audition, vont transmettre au cerveau cortical des informations. C'est la voie afférente. Le cerveau cortical va les transmettre au cerveau central, principalement le locus coeruleus et l'hippocampe, enfin peu importe le nom, des régulations. Les régulations vont se faire, et de là va partir par la voie efférente, double voie efférente, des ordres vers les effecteurs physiologiques. Alors ces ordres peuvent passer par la voie nerveuse, neurovégétative, vers le cœur, les vaisseaux pour l'hypertension, etc., et passer aussi par la voie fluviale, liquidienne, que sont les hormones, pour donner l'ordre qu'il y ait davantage de sucre dans le sang, puis également agir sur la tension artérielle, sur le rythme respiratoire, sur les muscles, etc. Ce qui fait que l'organisme est en état de mobilisation et de défense. C'est indépendant de la volonté, même lorsque le sujet se rend compte des effets physiologiques. Son cœur qui battait à 60 se met à battre à 120, sa tension est élevée, son pouls est plus rapide, sa respiration est plus rapide, et il sent qu'il a davantage, le sang a fui de la périphérie vers les organes centraux, et là il y a davantage de sucre dans le sang. Et surtout une énorme décharge d'adrénaline, c'est ça qui donne de la pâleur et qui fait battre le cœur beaucoup plus vite. En fait, il y a décharge d'adrénaline pendant un quart d'heure, puis décharge de cortisol dans l'heure qui suit, et puis en même temps, d'une manière sous-jacente, il y a également les peptides opiacés, qui fait que, on appelle ça peptides opiacés, mais ça explique par exemple que les sujets blessés ne sentent pas la blessure tout de suite, par exemple, ou la brûlure. Et puis il y a également l'effondrement, la mobilisation du système immunitaire, et son effondrement, bien qu'en feedback, il essaie de se reconstituer. Ce qu'on appelle la réaction physiologique de stress. Elle nous intéresse peu. Ce qui m'intéresse en tant que psychologue, c'est son concomitant psychologique. Concomitant psychologique, alors il faut savoir que le stress est très utile. C'est grâce au stress qu'on sauve sa vie, qu'on sauve celle des autres. Et je résumerai son utilité en disant qu'il est focalisateur d'attention, mobilisateur d'énergie, énergie psychique, et incitateur à l'action. Je m'explique. Focalisateur d'attention. Avant le stress, je suis là, je regarde le ciel, les nuages, les fleurs, etc. Et j'ai des rêveries en cours, des pensées, des projets à faire. Et brutalement, la situation arrive et déclenche le stress, et le stress, et le miracle du stress, fait que mon attention va se détacher des paysages vagues et lointains pour se focaliser sur tout ce qui peut me renseigner sur la situation. Donc je passe d'une situation d'attention passive à une attention qui est prospective et sélective. Je balaye du regard tout ce qui est autour de moi, je le retiens, que ce qui est renseignement. Les fleurs que je voyais tout à l'heure, je ne les regarde plus, mais le bac à fleurs qui est en ciment, je regarde parce que je peux me planquer derrière. Genre dans ce genre-là, donc je retiens tout ce qui peut être significatif, utile, aussi bien sur le plan de la vue que de l'audition, même que de la perception de la peau, le picotement de la poudre sur les mains, le son, le bruit bien entendu, tout cela va me donner des éléments qui me permettront de prendre une décision, des éléments seulement. Et pendant ce temps-là, mes rêveries en cours se sont envolées et toute mon attention est focalisée sur la situation du moment. Ça me prend entièrement. Deuxièmement, il est mobilisateur d'énergie. De quelle énergie s'agit-il? D'abord de l'éveil, le niveau d'éveil. Deuxièmement, la capacité d'évaluation de la situation. Est-ce que c'est grave ou pas grave ou moyennement grave? Est-ce que c'est urgent ou pas urgent ou très urgent, etc. L'évaluation, c'est le jugement. Également, la mémoire immédiate, de retenir tout de suite ce que je viens de voir qui m'est utile. Et même la mémoire à long terme, rameuter à ma mémoire les schémas de comportement qu'on m'a appris à adopter en cas de. Et puis aussi, la capacité d'élaborer une décision, ou plusieurs décisions, plan de décision. Il n'y a pas une bonne décision, toutes les autres mauvaises. Dans toute situation critique, urgente, il y a 2 ou 3 bonnes décisions, 2 ou 3 mauvaises, 5 ou 6 moyennes. Et je vais élaborer tout ça. Et je vais retenir, me pencher vers les meilleures décisions. Et c'est là que survient le 3e effet psychologique du stress, qui est incitation à l'action. Je suis habité par une espèce de démangeaison psychique qui fait que je ne serai tranquille que quand j'aurai agi. Autrement dit, ça me pousse à agir.
et à agir, autrement dit, à choisir ma décision, première action, et à l'élaborer de bout en bout, quitte à la moduler si jamais je rencontre des difficultés. Donc 3 aspects, focaliser l'attention, mobiliser l'énergie et inciter à l'action. Et à ce moment-là, je commence à agir. Et j'agis de telle manière que je me tire d'affaire et que je tire les autres d'affaire également. Soit par la fuite, soit par la défense, soit par l'immobilité cachée derrière un abri. Ça sont les trois essentiels, les 3 axes essentiels de la défense du stress, que les Américains au combat disaient fight or flight, combat ou fuir, mais qu'actuellement il y a aussi rester dans son trou et attendre que ça se passe. Le stress est coûteux en énergie. Quand enfin la situation est calmée, je me rends compte que je suis vidé, aussi bien du point de vue physique, j'ai dépensé toute mon énergie, mon sucre, ça, que du point de vue psychique. Il faut que je reconstitue mes réserves. Mais en même temps, je ressens un soulagement, quitte pour la peur, je m'en suis bien sorti. Donc une sensation ambiguë de post-stress qui est à la fois l'épuisement et en même temps le soulagement. Et le stress, il faudra le reconstituer. L'inconvénient du stress, c'est que ce n'est pas une action de routine. C'est une action exceptionnelle, d'exception. Et pendant tout le stress, des symptômes gênants vont accompagner ce stress. Ça va être des symptômes surtout physiologiques. Le cœur qui bat très fort, c'est très désagréable d'avoir le cœur qui bat à 120 ou 140, même 160 à la minute. La tension qui est élevée, la pâleur, les spasmes digestifs, l'envie d'uriner, toutes ces choses-là, ça me tient, le tremblement même. Et puis en même temps, sur le plan psychique, je sens que je ne suis pas dans un état habituel où je suis à l'aise pour créer, pour agir, pour réfléchir. Là, je me sens précipité, je me sens un peu bouleversé, là, hâté. Je ne pourrais pas vivre psychiquement comme ça toute la journée. Hein. Et puis, sur le plan moteur, mes gestes ne sont pas harmonieux. Je tremble un peu, je renverse des choses, j'ai l'impression de marcher dans de la semoule. L'inconvénient, c'est le coût du stress. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur le stress. Ça, c'est le stress adaptatif qui me permet de bien agir et de m'en sortir. Quand ce stress, à cause d'une situation gravissime, est prolongé, quand ce stress est trop intense, ou trop prolongé, ou répété à de courts intervalles sans que j'aie pu reconstituer mes réserves, à ce moment-là, je me rabats d'une manière involontaire, spontanée, sur des réactions dites de stress dépassé. Et il y en a 4. La première, c'est l'immobilité stuporeuse, héritière d'une attitude qui était salvatrice chez le lièvre poursuivi par le vautour, de ne pas bouger, de se blottir contre une motte de terre, et on ne le voit plus. Mais là, ça reste l'immobilité stuporeuse. Alors, ou bien je reste dans mon trou, et ça va me sauver la vie, mais ou bien encore, je reste debout, immobile, sous les balles, ou dans les flammes, avec les camarades qui vont me dire « Mais qu'est-ce que tu fais? C'est idiot, retire-toi, couche-toi, fais quelque chose. Hein » Ça peut durer 10 secondes, ça peut durer 2 minutes, ça peut durer des heures. J'ai vu, moi, dans des prises d'otages, des gens qui avaient été pris en otage dans un avion, détournement d'avion, remontés dans un avion suivant, ramenés à Orly 6 heures après. Il y en a qui revenaient de leur peur, hein, quitte pour la peur, mais d'autres qui étaient encore comme des bouts de bois, qu'on poussait comme des morceaux de bois, hébétés, qu'il fallait discuter, réchauffer un peu et faire parler. Alors ça, c'est la réaction d'immobilité stuporeuse. Elle se caractérise dans tous les domaines. Dans le domaine intellectuel, c'est la stupéfaction. Incapable de juger, de penser, de percevoir. Je suis là, dans le vide. Dans le domaine affectif, c'est la stupeur, plus peur que la peur, disent les gens, le flottant. Hein. Et dans le domaine de l'action et de la volonté, c'est la sidération totale. Le sujet est là comme une statue. C'est l'immobilité stuporeuse qui était représentée par les sujets effrayés par le regard de la méduse, jadis, qui est transformée en pierre. Ils étaient pétrifiés. Deuxième réaction possible, l'agitation incoordonnée. Le sujet veut agir, mais il n'a pas le sang-froid nécessaire, son stress est trop fort pour élaborer une bonne décision. Il a besoin d'agir parce qu'il est poussé à ça, il va courir d'un sens, courir dans l'autre, buter dans les objets, prendre une décision, la lâcher puis en prendre une autre, crier, vociférer, donner des ordres à droite à gauche, etc.
et il ne va pas s'en sortir, il va le maîtriser, il faut l'immobiliser. Hein. Ça peut durer quelques secondes, ça peut durer également des heures. Troisième solution, la fuite panique. La fuite droit devant. Le sujet a peur, une épouvante, hein, qui l'empêche de réfléchir, et il court droit devant lui, quelquefois même droit vers le danger. Mais le plus souvent, il fuit le danger, il court, ce qui est légitime de courir pour fuir le danger, mais il renverse les autres, il bute dedans, dans les obstacles, il piétine les malheureux qui sont tombés. On l'arrête, on lui dit « mais tu es fou, calme-toi ». Il vous regarde les yeux hagards dans le vide, vous le relâchez, il reprend sa course, pendant une demi-heure, jusqu'à ce qu'il s'écroule épuisé de sa course. Ça c'est la fuite panique, qui peut être fuite collective, la panique collective, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. La quatrième, alors là, est très intéressante, c'est l'action automatique, l'action d'automate. Elle est intéressante parce que sur le terrain, les sauveteurs ne la remarquent pas. Ils s'occupent de sujets qui sont sidérés et hébétés, ils s'occupent des sujets agités, ils rattrapent les sujets qui ont fui dans la panique, mais d'autres qui sont là tranquilles, qui se promènent, hein, mais ils ne se promènent pas n'importe comment, ils se promènent de long en large en tripotant un coin de leurs vêtements. Ou alors même, ils peuvent être utiles. On leur a dit, tenez-moi ce flacon de perfusion, ils le tiennent, gentiment. Et puis au bout d'une demi-heure qu'on regarde, mais qu'est-ce que vous avez fait? Ils ne s'en souviennent plus. J'ai un cas où on voit une femme, c'est un film qui est fait par les pompiers, pendant une inondation qui a fait des morts et qui renverse des maisons, la maison romaine, on voit le flot qui est partout, et bien gentiment, cette femme-là, calmement, pas calmement, mais en état second, elle a pris son balai et balaye un petit peu d'eau que la pluie a mis sur son balcon. C'est quelque chose que bon y adapter. Une autre femme rescapée d'un tremblement de terre, on leur donne un quart d'heure pour dans leur maison, aux gens rescapés, il dit attention ça va s'écrouler, mais un quart d'heure prenez vos affaires, vos papiers, vos objets précieux et sortez de là. Et bien elle, alors que tous les autres s'affairent à faire cela, elle est là, elle marche d'un sens à l'autre et tient à la main un petit cochon tirelire ou un éléphant tirelire rose, elle le caresse comme ça, en porcelaine, et c'est tout ce qu'elle fait. Rien d'utile. Ce qu'on appelle l'action automatique. Et c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Alors, on admet que des grandes catastrophes vitales, dans un attentat, dans un accident très grave, avec des morts, des blessés, etc., trois quarts des sujets, en principe, présentent un stress adapté, ou relativement adapté, bien qu'un peu gêné par les symptômes qui etc. Et que le quart des sujets qui restent présentent des stress inadaptés, surtout à type de comportement automatique, mais aussi quelquefois à type de sidération, ou d'agitation, ou de fuite. Il y a des cas où le danger est tel que la proportion peut faire 50-50. Et même il y a des cas, comme disait Sargent-Slater dans un rapport en 1950 au moment de la guerre sur une névrose de guerre, des cas où le danger est tel et la perturbation est telle que personne n'est à l'abri. No one is immune. Voilà ce que vous pouvez dire pour ce comportement des sujets, des victimes touchés par un danger énorme. Qu'en est-il maintenant du comportement des décideurs qui sont dans leur bunker ou à l'abri et qui sont brutalement mis en face d'une situation auquel ils ne s'attendaient pas, ou qui s'attendaient mal, ou qu'ils n'avaient pas prévu complètement, et quel va être leur comportement? Alors, le plus souvent, c'est un comportement, heureusement, de stress adapté, qui consiste à analyser la situation, bien regarder ce qui se passe dans la situation, voir en quoi elle est dégradée, et quels sont les moyens pour y faire face. Les moyens prévus par les plans, et les moyens qu'on peut remonter en plus et adapter à la situation donnée. En 15 secondes, 30 000 maisons et immeubles sont en danger. Gas, shut off electricity, store water, prepare for aftershocks, prepare for 3 days of no services. You got 90 minutes of light left. You better make use of your time. Alors ça, c'est le décideur dans le stress adaptatif. Mais il arrive des cas où le décideur, peu ou prou, commence par une réaction de stress inadaptée, parce qu'il n'était pas préparé ou mal préparé. Alors, sa forme d'inhibition, on ne va pas voir le décideur immobile, complètement statufié. Encore, ça s'est vu une fois. Mon camarade Noto me dit qu'une fois, il a vu un préfet qui est debout sur une caisse, les bras croisés, il y avait 50 cm d'eau partout, et il regardait, sans bouger, et les gens s'affairaient autour de lui.
et tout le monde disait quel sang-froid. En vérité, il était complètement statufié. C'est exceptionnel. Le plus souvent, cette inhibition peut se manifester par un ralentissement de la pensée, par une difficulté à concevoir tout l'ensemble, par une lenteur de l'idéation et une hésitation sans cesse, ne pas pouvoir se décider à prendre une décision, hésitation perpétuelle. Ce sont les formes d'inhibition, la première forme d'inhibition stuporeuse qu'on peut trouver chez le décideur, des formes, donc elles ne sont pas totales, c'est pas l'inhibition totale, mais ça se traduit par un grave ralentissement, une hésitation, et ne pas donner d'ordre, pas parvenir à en donner, ne pas arriver à concevoir la situation et à prendre un plan adapté. La deuxième forme d'agitation, c'est le décideur qui est complètement intoxiqué par l'effervescence qui est autour de lui, l'agitation de lui, et qui à son tour va s'agiter en donnant des ordres contradictoires, en gesticulant, en vociférant, en engueulant les gens à droite à gauche, et finalement il n'en sort rien de bon. La troisième, c'est la fuite panique. Bien entendu, il ne va pas se sauver avec les autres, ça s'est vu, mais le plus souvent cette fuite, ça se traduit par une fuite des responsabilités et par le fait de s'en remettre à des adjoints. Je ne veux pas voir ça, occupez-vous-en. Voilà, c'est ça. Et finalement, c'est une forme de fuite. Et la quatrième, l'action automatique, ça va être l'obstination rigide d'un plan standard, automatique, on applique ça, on applique ça, on applique ça, qui n'a rien à voir, qui ne peut pas être adapté à la situation. C'est ça l'action automatique chez le décideur. Voilà, en gros, c'est à quoi on peut s'attendre, comme stress adapté et stress inadapté chez les décideurs. Et chez le groupe, quand je dis le décideur, ça peut être le décideur au sommet de la pyramide, ça peut être un de ses adjoints, ça peut être aussi quelqu'un qui est chargé d'un secteur. Par exemple, les carburants, ou les routes, ou la population, ou la santé, et qui, lui, dans ce secteur-là, va défaillir complètement. Donc ça peut être ça. Quand je dis décideur, c'est sur d'un niveau. Il y a aussi le fait que certains décideurs se laissent intoxiquer par l'ensemble des autres décideurs et vont quelquefois renchérir dans une situation de surenchère aventureuse et que d'autres décideurs qui sont plus lucides n'oseront pas, quand ils sont seuls, donner un avis différent de celui du groupe. C'est ce qu'on va trouver avec Janis. Il y avait une Janis qui a très bien décrit ça. Il y avait une Janis que j'ai connue d'ailleurs, il était venu, j'ai connu, il allait en 1975, il y avait un symposium en Israël après la guerre du Kippour, il a été invité, il y allait, j'ai rencontré à Paris, il voulait me voir d'ailleurs, pour ça on discutait du stress, différentes choses, et il insistait beaucoup sur ces deux possibilités de la décision à plusieurs d'ailleurs, justement, qui est la surenchère d'une décision aventureuse, ou inversement, le silence, le recul d'un sujet lucide devant la masse de ses adjoints, de ses camarades qui ont un avis contraire. Et c'est comme si on voyait déjà, avant même la crise, la manière dont on présente très souvent les plans, comme étant, s'il y a une crise, vous n'aurez pas le temps de réfléchir, vous appliquerez ça et ça ira très bien. Exactement. On est déjà en traumatique, enfin en stress avancé, parce qu'on ouvre la voie à l'automatique, là où il faudrait réfléchir un peu. Oui, précipitez-vous sur le plan, ayez des réflexes, il vous dit la fiche réflexe, voilà, appliquez ça, quelquefois ça tombe bien, mais quelquefois ça tombe mal, parce que c'est pas applicable à une situation donnée. Voilà. Et à ce moment-là, si on n'a pas cette capacité de recul, et si surtout on veut tout entendre, sauf il faudrait réfléchir, le plan va servir à la limite à nous mettre encore plus dans l'impasse d'un stress. C'est là qu'on arrive justement à la capacité, les qualités mentales du décideur en situation de crise. Il y a des crises internationales, il y a des crises monétaires, il y a la crise du sucre, la crise du pétrole, il y a donc différentes sortes de crises. Il y a des crises liées à des grèves, à des mouvements sociaux, à des menaces de guerre, que finalement il est très difficile d'énumérer ou de définir des critères adaptables à toute situation de crise. Cependant, d'après plusieurs études américaines et des études européennes, j'ai réussi à trouver, personnellement, je trouve 7 critères communs de crise. Un, il y a rupture d'une continuité d'événements, une rupture. Deuxièmement, cette rupture aboutit à un point de bifurcation ou de plurifurcation, avec des choix à faire. Troisièmement, ce n'est pas une rupture banale, c'est une rupture qui menace
le fonctionnement et les valeurs de l'individu et de la communauté. Quatrièmement, elle a un enjeu, qui peut être la vie, l'intégrité, la liberté, etc. Cinquièmement, elle implique l'urgence, la nécessité d'agir vite. Sixièmement, elle survient souvent en situation dégradée, avec manque d'information, inadéquation des moyens, destruction d'une partie des moyens. Et septièmement surtout, elle se déroule sous stress psychologique, stress des individus et stress du groupe. On identifie en général le décideur, les partenaires de la crise, les protagonistes. C'est le décideur, ses adjoints, ses conseillers, les exécutants, la population, les adversaires, les alliés, etc., les médias interférents. Bon, ça c'est une chose. Et puis il y a le déroulement psychologique de la crise. Alors, dans l'ordre chronologique, percevoir que la situation est en train de changer. Deuxièmement, identifier ce changement comme une crise, avec rupture, menace, enjeu, urgence. Troisièmement, prendre conscience que la situation est dégradée. Prendre conscience de la pression temporelle, prendre conscience de la possibilité d'agir et de la nécessité d'agir, prendre conscience de l'identification des moyens et l'élévation de son propre niveau de stress. Alors, quels sont les processus de la prise de décision en crise? Alors, je reprends pratiquement la même chose. Diagnostic de crise, évaluation de gravité et urgence, prise d'informations complémentaires, structurée, on ne cherche pas n'importe quoi, recensement des moyens, plan et action, imagination de différentes solutions et anticipation de leurs conséquences. C'est là qu'il faut dire que le décideur doit avoir de l'imagination. Choix de la meilleure solution, perfectionnement de sa préparation, ordre d'exécution, suivi de l'exécution et aménagement, puis évaluation des résultats, quitte à recommencer. Ça implique, chez le décideur, la possession des qualités mentales suivantes. Premièrement, vigilance et capacité de maintenir l'attention. Attention diffuse et attention sélective, dont on parlait tout à l'heure. Deuxièmement, capacité de recevoir et de mettre en ordre une grande quantité d'informations. Troisièmement, sûreté du jugement. Il faut avoir un bon jugement en évaluation, gravité et urgence. Quatrièmement, capacité de pouvoir réeffectuer une synthèse à tout moment. Capacité à imaginer une ou grand N solutions, X solutions. Capacité de raisonnement, inductif et déductif. Capacité d'ouverture aux autres, d'écoute, de travail en groupe. Capacité de savoir déléguer, quoi et à qui. Surtout, capacité de flexibilité mentale. Autrement dit, ne pas être rigide, être capable de changer de point de vue et de découvrir que le point de vue d'autrui est plus pertinent que le sien. Ensuite, choix décisionnel, sortir du doute, l'hésitation, maîtriser son stress et la fatigue, et enfin, discipline et diplomatie. 3 mythes à détruire, à mon avis. Le mythe de décision unique. Dans toutes les situations, il n'y a pas une seule décision toute mauvaise, il y a 2 ou 3 bonnes, 2 ou 3 mauvaises, 2 ou 3 moyennes. Le mythe de la décision rationnelle, c'est pas forcément le plus rationnel qui a raison, en quelque sorte, c'est celui qui tient compte de l'affectif, hein, et même de la volonté des autres. Et le mythe corrélatif du décideur désincarné du robot. Les décideurs ont leurs limites physiques et psychiques, leurs qualités, leurs faiblesses, leur froideur, leur passion, leur résistance au manque de sommeil, au manque de nourriture, à la fatigue. On ne peut pas les remplacer par des robots, et ça entraîne que les systèmes experts qu'on a essayé de nous mettre en place grâce à l'informatique, soit des systèmes à branchement conditionnel et retour, soit des systèmes à identification de constellation de points, ne peuvent pas remplacer la qualité mentale du décideur, la matière humaine. Alors la décision peut se prendre seule ou à plusieurs. Il y a des cas où le décideur est un solitaire, un autocrate, des cas où il est entouré de ses conseillers. Ses conseillers peuvent lui ressembler, et s'il est malin, intelligent, il prend des conseillers qui ne lui ressemblent pas. Hein. Le cas où la décision est collégiale, par groupe, par petit groupe, genre mettons le politburo, et le cas où la décision est collective. Le fait, par exemple, que une population va décider de partir en exode, ou d'acheter des denrées fétiches, que sont le sucre, le café, la farine, et qui va vider complètement les réserves des magasins qui travaillent à flux tendu, et qui va augmenter encore l'atmosphère de panique. Hein. Toutes ces décisions se font dans le cadre des législations et des plans, avec ou bien stricte définition des tâches, soit interférence, où le décideur écoute ses conseillers ou non, qu'ils sont semblables ou non. Les avatars à décision. J'en ai vu
d'indécision individuelle et d'indécision collective. Décision individuelle, il y a l'impulsivité versus l'inhibition prolongée. Il y a la confiance aveugle d'un plan standard, l'obstination rigide d'une mauvaise décision, et les changements inconsidérés 4 fois par jour. Décision collective, il y a les défauts de communication, l'interférence des rôles et des tâches, l'erreur à plusieurs, entre autres dans la surveillance des tableaux de centrales nucléaires. L'un ne voit pas un signal, l'autre ne voit pas non plus, c'est bizarre ces choses-là. Hein. La surenchère de décisions aventureuses et la crainte de s'écarter du consensus. La première phase, J1, c'est le surgissement de la crise. Et les meilleurs services de renseignement ont été incapables de détecter ces longs préparatifs. Conjoncture aggravante, ses adjoints McCone à la CIA et McNamara à la Défense sont en déplacement pendant 24 heures. Toujours à J1, on arrive en deuxième phase de crise, qui est la réaction en urgence. À 11h45, le 16 octobre, constitution d'un comité exécutif. On arrive à J2. Confirmation de la menace, le retour d'information, les missions aériennes. Recueillement solitaire, Mendy va prier tout seul à Général Saint-Mathieu. Et puis, toujours à J2, le comité exécutif inventorie les 7 réponses possibles, qui sont 1. L'attentisme, 2. La prise de contact direct avec Fidel Castro, 3. La protestation solennelle auprès de Khrouchtchev, 4. La comparation de l'URSS devant le Conseil de sécurité de l'ONU, mais ce n'est pas possible puisque précisément c'est Valerian Zoïn qui préside ce Conseil de sécurité, 5. L'embargo des armes sur Cuba, 6. Le fait de bombarder les rampes de lancement de Cuba, et 7. L'invasion militaire de l'île. La 4e phase, de J3 à J4, pour Kennedy, il faut rester impassible face à l'opinion. L'opinion a été alertée par les médias entre le 18 et le 19 octobre. Kennedy a maintenu ses visites à son calendrier. Il est resté impassible face aux reproches des étudiants et aux dénégations de Gromyko, qui est ministre de l'Université, qui est venu lui rendre visite. Le 19 à J4, protection énergie, il annule ses déplacements à Chicago et Seattle. Et en fait, le comité exécutif et ses proches, chaque jour, a rediscuté les 7 décisions possibles. On arrive à la 5e phase, qui est la prise et l'annonce de la décision. Le samedi, on choisit la décision à J5 et l'embargo, solution numéro 5, hein, mais on diffère l'annonce, on réexamine la solution choisie et on la fait avaliser par le comité exécutif. Les rumeurs sont maximum dans l'opinion, l'inquiétude. Et à ce moment-là, le lundi 22 octobre 62 à 19h, heure choisie spécialement, Kennedy annonce au public, hein, la radio, la télévision, la décision qui était prise, en l'entourant, donc en annonçant de la fameuse phrase « une menace qui pèse sur toutes les Amériques ». La 6e phase de crise, à ce moment-là, se traduit par une montée en tension, puisque le blocus entre en action. Il y a une séance orageuse à l'ONU entre Zorin et Stevenson, où le mensonge de l'URSS est dénoncé photo à l'appui, et où Zorin dit « je ne suis pas monsieur devant un tribunal américain », et Stevenson lui répond « vous êtes devant le tribunal de l'opinion publique, l'opinion mondiale ». Les Occidentaux soutiennent Kennedy, et principalement De Gaulle, qui malgré son conflit avec Kennedy, est le premier à le soutenir. De son côté, Khrouchtchev essaye une manœuvre de diversion auprès de Bertrand Russell et de Hutin, secrétaire général de l'ONU, et ça échoue. Et on arrive à la 7e phase, donc entre J12 et J13, le samedi 27, négociation. Khrouchtchev ordonne à ses navires de se détourner de Cuba, mais Kennedy, pour pas qu'il perde la face, lui annonce qu'il renonce à envahir l'île. Les Cubains protestent, ils n'ont rien compris. Nikita, Nikita, Queseda, no sequita. Ils voulaient la guerre à tout prix. C'est intéressant, c'est quand même, pendant la négociation, Kennedy était très tendu, mais il a gardé son sang-froid. Il a su prospecter les informations, examiner toutes les solutions possibles, et ont été très proches d'une solution de bombardement préventif de l'île de Cuba. Maxwell Taylor, qui était un faucon, le voulait, et McNamara était proche d'accepter, et Kennedy aussi. On a les enregistrements dans lesquels Kennedy, effectivement, si on annonce qu'il faut bombarder, ça ne sert à rien, il faut bombarder sans annoncer. Il a choisi quand même la plus sage et plus efficace, hein, y compris pour l'image internationale des USA, la faire avaliser
par ses institutions légales. Parallèlement, mener une activité diplomatique intense en même temps que ses préparatifs techniques, une politique médiatique judicieuse et négocier habilement avec l'adversaire tout en maîtrisant son stress. Donc on trouve ici les 5 préceptes d'Hippocrate pour la prise de décision. Bios Brachus, la vie est très courte, le temps va très vite. Hein. Détechné, macré, il faut accumuler beaucoup de savoir et de sagesse. Odekaios Oxus, l'occasion est fugace. L'occasion, dans le panthéon grec, c'était une statue, enfin une déesse, qui était complètement chauve, sauf une mèche sur le front. Quand elle passait, il fallait saisir par sa mèche. Dès qu'elle tournait les talons, elle ne ferait qu'un front chauve, on ne pouvait plus la saisir. L'occasion est fugace. Au de Peiras Phaleres, l'expérience est trompeuse. Et au de Crisis Calépé, le jugement est difficile. Voilà ce que j'avais à dire sur les... Bien entendu, il y a différentes sortes de chefs d'État. On a vu des chefs d'État qui étaient paranoïaques, autoritaires, d'autres qui étaient machiavéliques, un peu comme Roosevelt, d'autres qui étaient très ouverts, quitte à mettre du désordre, c'est un peu ce que faisait Kennedy, hein, et d'autres qui étaient entourés de conseillers très sages. J'ai l'impression que dans un monde de plus en plus turbulent, oh oui, dans lequel les repères sont délogés à des vitesses extraordinaires, dans lequel tout est interconnecté, donc l'image du battement d'ailes de papillon s'applique de plus en plus souvent, ça suppose des capacités de reformulation des politiques, des moyens, hein, à tout moment. À tout moment. Or, toutes nos logiques sont des logiques d'emboîtement, que je dirais, pour parler rapidement, cartésiennes, au sens où j'ai un tableau total, j'ai tous les éléments internes, j'ai les meilleures solutions et j'adapte. Et ça donne vers des branchements tout prévus, de filières. Voilà. Quand je fais, et ça me semble extraordinaire du côté de la crise, de l'entraînement à ces crises, je vais encore plus mécaniser, automatiser les solutions. Avec tous les moyens informatiques qu'on a, etc. Voilà, qui redoublent les automatismes. Je vais laisser des arguments du type « on n'a pas le temps de réfléchir », ne perdons pas de temps, il faut agir d'urgence, etc. Oui. L'exercice, c'est uniquement pour valider, renforcer tous ces mécanismes. Et donc, je prépare une gigantesque situation de stress dès l'instant où les règles du jeu ne seront pas celles que j'ai apprises. Et où la situation va être complètement différente de ce à quoi je m'attends. Et pour renforcer tout cela, ce que j'entends toute la journée, c'est qu'il vaut mieux un mauvais plan que pas de plan, il vaut mieux y aller que de réfléchir, surtout ne posez pas de questions hors cadre, vous allez paniquer les décideurs. Et donc on se retrouve dans une situation d'une fragilité aujourd'hui, avec une illusion de rationalité au sens... Ah oui. Et déjà l'anticipation d'une tétanisation en situation 2. Je crois qu'il faut apprendre aux décideurs, avant même de bondir sur un plan, c'est analyser la situation et de voir en quoi elle est dégradée et quels sont les problèmes qu'elle pose, bon, avec les partenaires et les protagonistes. À ce moment-là, il peut dire, je dispose de certains plans parmi mes moyens. Quels sont ceux qui s'adapteraient le plus, qui correspondent à la situation? J'en prends 2 ou 3, sachant que ces plans, il faut alors les bouleverser et les modifier. Et donc, l'ordre, la consigne, c'est quel plan choisir, et une fois que je l'ai choisi, comment le modifier, comment le bouleverser en fonction de la situation, et avec les moyens dégradés dont je dispose, et quelles sont les solutions que je vais prendre. Mais si j'ai été recruté sur ma capacité à répondre à des QCM, où tout est logé dans des repères, et que mon excellence et mon identité, c'est sur cette excellence dans la petite niche sur laquelle j'ai la meilleure solution, quelque part, j'ai très mal préparé mes décideurs à des situations tumultueuses. Ils sont préparés à choisir des plans et appliquer sur des touches d'un clavier en fonction de branchements conditionnels, de descentes comme ça, logiques, avec des œillères, sans regarder la situation et sans y être sensible. Et donc je pense que là, si on reste là-dedans, on est dans une fragilité très grande. Il faut leur apprendre à faire face à une situation inimaginable, qu'ils n'ont pas prévue, et à se débrouiller et en situation dégradée, et à pêcher dans les plans ceux qui, à la rigueur, pour leur donner quelque chose, mais eux élaborer très vite un plan adapté à la situation exacte. Et ce qui est étonnant, c'est que
Ça m'est arrivé 10 fois. Dans un exercice, vous voulez changer les règles du jeu, on dit surtout pas, vous allez casser l'exercice. Quand j'entends ça, je me dis, attendez, c'est quoi l'exercice? C'est juste de la répétition d'actes réflexes. Alors, tant que c'est de l'urgence marginale, petite, bah c'est bien, l'opérateur il sait faire, mais au niveau d'un dirigeant, s'il est convoqué, ce sera toujours pour faire autre chose. Ce ne sera jamais pour appliquer des actes réflexes. Et là, il y a comme une contradiction dans nos logiques de Et préparation. au moment où il va s'apercevoir que son action n'est pas efficace, il n'aura même plus de préparation, de lucidité pour mener ça, il va être complètement décontenancé. Décontenancé. Et alors, là où on bute, et dans tous les pays du monde, c'est pareil. Gamelin en juin 40. Voilà. Général Gamelin en juin 40. Et je me rappelle cette page où c'est l'ambassadeur américain qui lui dit mais c'est la fin de l'armée française. Il dit ah oui, bah, c'est la fin de l'armée française. Attendez, mais vous êtes responsable là. Ah bon Pas de réserve, rien. Alors Reynaud appelant Weygand à tout à l'heure, et Weygand mettant 2 ans, 2 jours à retrouver finalement un plan bouche-trou que Gamelin d'ailleurs avait quand même préparé. Hein. Et rien de plus. Et toujours avec les vieux systèmes de l'armée française, pas motorisée, mais l'artillerie à cheval, l'infanterie, les tranchées, etc., face à quelque chose de dynamique qui rappelait tout à fait l'opposition des anciens stratèges de fin du XVIIIe face à Napoléon. C'est ça. Alors ça m'avait frappé quand on lit aussi Barbara Tuchman sur 14, où on dit, mais attendez, l'Allemagne a des réserves. Tout de suite, la réponse, non, dans le plan, les réserves, c'est 0. Mais l'Allemagne a de l'aviation. Non, l'aviation, c'est pour le tourisme. L'Allemagne va passer par la Belgique. Mais non, c'est pas possible, elle est neutre. Et on a toujours la défense instantanée pour se ramener dans ce qui est prévu. Et quand on de défense incantatoire, en fait. Incantatoire. Oui. On ferme les yeux, non, c'est pas ça, je ne veux pas voir ça. Et c'est à ce moment-là qu'on dit à la population, il faudrait que vous ayez confiance en nous. Mais on ne peut pas avoir confiance lorsque chacun perçoit que l'autre agit d'une manière totalement comme un pantin, parce qu'on sait très bien que si jamais ça ne colle pas avec le plan, il n'a aucune possibilité de faire. Alors, si l'autre ne respecte pas la règle du jeu. Voilà. Le terroriste n'est pas passé par les portiques. Le kamikaze n'a pas peur de la peine de mort. Ça, et on ne comprend pas. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un travail très important en matière d'éducation pour sortir de ces petits repères. Bon, ça fonctionne bien peut-être à la marge, mais c'est plus le sujet. Et donc, je crois qu'il y a un travail aussi de vous écouter pour savoir comment on peut, avant même qu'on soit dans la situation, abaisser les peurs pour que le futur dirigeant accepte d'aller sur ces terrains qui ne sont pas très confortables, mais s'il ne le fait pas, il ne pourra pas être dirigeant. Et surtout, lorsque au cours de l'action, quelque chose de catastrophique arrive, ne pas être complètement décontenancé et sidéré, mais être capable de reprendre la situation, de l'envisager, de trouver des énergies, le peu qui reste, et de rassembler ça pour refaire un plan, une défense correcte. Hein. Alors, j'avais une question à vous poser. Supposez que vous ayez en charge, vous prenez une 50aine de futurs dirigeants européens, puis on vous dit, préparez-les à un monde qui ne sera pas celui qu'on a connu, on ne sait pas ce que c'est. On a tout ce qu'il faut de vue intellectuelle, mais attendez, on voudrait vous mettre, vous, au centre de l'enseignement. Vous auriez 2-3 pistes sur le mode, au moins n'oubliez pas ça. Vous avez à les former, parce qu'on s'aperçoit que ça ne marche pas. Vous auriez quoi à dire? Sachez que le stress existe, hein, et qui peut être mobilisateur et utile, hein, ce qui peut être une arme, hein, mais sachez aussi qu'il peut être débordé, vous dépasser, et vous devez savoir l'identifier dès ses prémices, chez vous et chez les autres, que ce soit les adversaires ou que ce soit les adjoints. Et à partir de cela, comment en diminuer les effets en ce qui vous concerne, et comment surtout faire que votre lucidité ne soit pas obérée par ces effets émotionnels. Et si vous sentez que ça commence à partir, quand vous dites diminuer, vous auriez quoi à donner comme conseil? Savoir conserver ses capacités intellectuelles et physiques. Autrement dit, savoir dormir, savoir se reposer, savoir passer
la main à un autre pour un certain temps, savoir déléguer, hein, savoir s'informer également. Tout ça. C'est pas un sujet fatigué et épuisé qui est capable de mener une résistance et de prendre une décision. Et entre autres, c'est particulier à tous les échelons, les moments de repos, le sujet n'en profite pas. Au lieu d'être dans son coin, dormir, mais vraiment dormir, il reste auprès de l'équipe qui vient de le relayer, hein, à discuter avec, alors qu'on lui donne 1 heure pour dormir ou 2 heures, il faut qu'il aille dormir. Et les chefs, c'est ça. Un bon chef ne dort pas. Hein. Les autres dorment, mais pas le chef. Alors qu'évidemment, au bout de 72 heures sans sommeil, ou de 3 jours à sommeil fractionné, il n'est plus en état. Il est plus en état. Je me souviens dans le film sur 13 jours de Kennedy, où son conseiller lui dit « Non mais attendez, vous êtes président des États-Unis, vous pouvez vous asseoir 2 minutes pour réfléchir, et après vous irez devant la caméra. Stop !» Et finalement il accepte, et c'est là qu'il prend son recul et qu'il peut agir. Mais au début, il y a eu une période où il était décontenancé, et sans ses principaux adjoints. Bien, merci. Voilà, on va continuer là-dessus. Alors, les autres chefs d'État, ceux qui étaient fous, qui étaient gâteux, ça on en parlera une autre fois.